présentation. Moi, je suis Marthe, c'est Karine. Moi, je suis Marthe. Donc, en premier, on voudrait savoir comment décrivez-vous votre vie d'artiste? Ça, c'est une bonne question. Je décris ma vie d'artiste, comment... c'est vraiment une bonne question. Tu peux-tu m'aider un peu plus comme... Comment vous vivez avec votre métier dans le quotidien? Est-ce que ça prend beaucoup de... je suppose que ça prend beaucoup de place dans OK, votre à vie. ce niveau-là. OK. Ben, c'est vrai que quand tu décides de vivre de ton art, euh, ton focus est vraiment comme tout le temps là-dessus. Moi, je dis comme une grosse partie de ma vie, jusqu'à maintenant, le centre de mes interrogations ou mes objectifs, ça a toujours été par rapport à ma carrière. Donc, bon, qu'est-ce que je dois améliorer vocalement? Est-ce que je dois aller faire des auditions? Ah, il faut que j'aille faire du perfectionnement. Ah, ben, là, OK, je vais organiser un voyage en Italie, j'allais apprendre l'italien. Après ça, ah, je vais faire un autre voyage en France pour aller faire des auditions. Vocalement, te parfaire techniquement, connaître ton répertoire. Euh, apprendre qui t'es, découvrir qui t'es. Tu sais, j'ai comme toujours l'impression qu'on est en introspection. Tu sais, on est toujours en train de s'analyser, d'essayer de comprendre pour aller plus loin, toujours pour aller plus loin. Euh, c'est ça. Puis évidemment, tu as les concerts, tu as apprendre du répertoire, tu rencontres des nouvelles personnes, toutes des situations différentes. Tu fais de la télévision, tu fais de la radio. C'est comme toutes des choses qui sont annexes à ta profession. Euh, en tant qu'artiste, tu passes beaucoup de temps à te définir. C'est ça. Ça, je pense que euh, c'est vraiment le point central. Un artiste cherche sans cesse à se définir parce que plus il se définit, plus il se connaît, mieux, meilleur il peut être, puis le mieux il est capable de présenter son produit. Voilà. Comment faites-vous preuve d'ingéniosité et de créativité dans votre vie d'artiste ainsi que dans votre quotidien? Bon, déjà dans mon quotidien, là, je sais pas, je suis pas beaucoup. Je suis pas très ingénieuse dans mon quotidien. Moi, je suis quelqu'un, étant donné que ma profession me demande beaucoup, je suis vraiment quelqu'un qui aime beaucoup être à la maison. Et qu'une fois que je suis à la maison, là, c'est comme, il n'y a plus moyen de me faire sortir. Il n'y a pas beaucoup d'ingéniosité pour ce qui est de la maison. J'aime ça être tranquille, je vais faire à manger, j'ai écouté la télé, mais c'est tout pour être vraiment plus tranquille que dans mon métier. Par rapport à mon métier, c'est sûr que, comme je disais tout à l'heure, on passe beaucoup de temps à se définir. Donc, évidemment, moi, en tant que femme, je vais chercher, j'aime beaucoup aller voir au niveau de la mode pour voir dans les vêtements, qu'est-ce que j'aime mixer ou quel genre de vêtements que j'aime avoir qui va toujours refléter ma personnalité. Pour moi, c'est vraiment important que ce que les gens voient, parce que c'est l'œil qui voit avant, mais que ce que les gens voient, quand ils vont aller plus profond, que tout se tienne. Tu sais, je veux pas que ça soit, ah, ils voient une chose, puis dès que j'ouvre la bouche, ça doit être autre chose. Je veux que ça soit authentique. Fait qu'évidemment que je cherche beaucoup à ce niveau-là, au niveau du vêtement, au niveau de l'esthétique, c'est quand même très important dans notre art parce que quand tu montes sur scène, ce que les gens voient
En premier, c'est le physique, c'est le visuel, puis après ça, leur sens, leur auditif est sollicité, mais c'est le visuel d'abord. Et moi, je passe beaucoup de temps à savoir quel genre de, quel genre de bijoux que je voudrais porter, que je trouve qui va avec ma personnalité, les coiffures, le maquillage, tout ça. C'est comme mon dada de fille, là. Euh, Puis aussi, dans le répertoire, j'aime ça choisir, j'aime ça chanter le répertoire qui est, comme on va dire, traditionnel, qui va avec l'art lyrique, mais aussi j'aime ça sortir des sentiers battus, puis aller explorer du répertoire que, généralement, on n'entend pas vraiment une voix lyrique chanter ça j'aime ça. Euh, Puis je pense aussi, j'aime, toujours pour répondre au volet d'ingéniosité, j'aime toujours surprendre. Je veux pas que les gens se fassent déjà une idée de qu'est-ce que ça doit avoir de l'air, une chanteuse d'opéra, ou qu'est-ce que ça devrait être. J'aime ça toujours donner un... J'aime ça toujours être juste un petit peu à côté d'un standard ou d'un préjugé établi. J'aime ça toujours casser le préjugé. Ouais. Euh, Est-ce que votre grande notoriété vous donne la pression par rapport à vos actes en dehors de votre milieu d'artiste? Pas, je dirais pas vraiment, peut-être pas encore. Avant, c'est une petite anecdote, mais avant moi, supposons que j'allais sortir, je prenais pas vraiment de temps pour m'arranger. Tu sais, j'aimais ça à l'excessif, le genre garder mon bas de pyjama puis mettre un coton ouaté puis aller à l'épicerie du coin. Sauf que quand j'ai commencé quand les gens ont commencé à me reconnaître, je pouvais plus le faire. J'ai comme été obligée de prendre plus l'habitude de, tu sais, même juste pour faire une commission, là, d'essayer d'attacher mes cheveux. Vraiment, c'est d'arranger un peu de quoi je vais avoir de l'air parce que je veux pas les gens te reconnaissent. Mais par rapport étant à mon discours, pas vraiment parce que je pense que j'essaie vraiment d'être quelqu'un d'authentique. C'est-à-dire que si, si j'ai pas une opinion sur quelque chose, je vais pas la donner juste parce que je suis une personnalité publique, puis il faut absolument que les gens entendent mon point de vue. Je suis pas quelqu'un qui tient absolument à ce que les gens connaissent mon point de vue sur tout. Mais si un jour ou si on me demande une question, puis que vraiment on tient à avoir mon avis, ben c'est sûr que je vais le donner, mais tout en étant très consciente que ce que je vais dire peut avoir un impact. Parce que quand tu es une personnalité publique, les gens, parce que tu es en avant-plan, s'identifient. Tu vas dire des choses que les gens, ils sentent que si c'est eux qui l'avaient dit, ça n'aurait pas eu autant de poids. Donc, indirectement, les gens se fient comme un peu sur toi pour parler en leur nom. Donc, c'est certain que si tu donnes ton opinion, ou si j'avais à donner mon opinion sur quelque chose, tout en restant authentique, je dois quand même faire attention à comment je vais dire les choses. Je ne sais pas si ça répond. Ouais. Quel est votre lien avec votre culture d'origine? Mon lien avec ma culture d'origine, ben, la nourriture. Parfait. J'aime beaucoup, même si j'ai pas grandi en Haïti, même si j'ai pas eu des parents haïtiens,
J'aime beaucoup la nourriture créole. En fait, j'aime presque toutes les nourritures, sauf la nourriture un peu trop québécoise, bizarrement. Donc, moi, je suis une spécialiste du riz collé. Là. Donne-moi du riz collé matin, midi, soir, je vais en manger. Les bananes plantains, les patates douces. Et c'est comme toute la nourriture antillaise, je l'adore. Donc, je pense que c'est un lien très fort. Ok, prochaine question. Est-ce que le fait d'être un enfant adopté vous a motivé à vous ouvrir sur les autres cultures et à vous impliquer dans certaines communautés? M'ouvrir à d'autres cultures, oui, parce que très jeune, genre 2 ans après que je suis arrivée d'Haïti, mes parents sont retournés faire de la coopération internationale en Afrique. Donc, on est allé vivre au Bénin. Je suis allée à l'école là-bas. Donc, je côtoyais, tu sais, quand tu t'en vas en coopération internationale, il y a des gens de d'autres pays aussi. Donc, tu rencontres des Libanais, des Hollandais, des Français. Donc, oui, très jeune, j'ai été en contact avec les autres pays. Là, à dire que ça fait que je m'implique, non, pas vraiment. Ça serait mentir que de dire oui ou non, non, pas vraiment. Peut-être que ça va venir, mais pour l'instant, non. Ouais, ça. Vous avez sauté une question? Ouais, mais c'était une question qui était en lien avec l'autre question. Ah, ok. Donc, quelle émotion s'éveille en vous lorsqu'on vous décrit comme étant un exemple pour la communauté haïtienne? Ben, je sais pas. Je, je trouve toujours ça particulier d'être d'être vu comme un exemple parce que tu sais, tu fais pas ça pour. Je fais pas ça en me disant, oh, je vais être un exemple pour la communauté haïtienne. Mais je pense que dès que tu fais quelque chose et que tu restes authentique et que tu le fais avec un esprit d'excellence, ça peut pas faire autre chose que d'être une inspiration pour les gens qui sont autour de toi. Moi, à cause de mes origines, je dirais comme mon multiculturalisme, parce que les Haïtiens s'identifient à moi parce que je suis d'origine haïtienne. Euh, les Québécois peuvent s'identifier à moi parce que j'ai la culture québécoise. La communauté noire peut s'identifier à moi à cause de ma couleur. Donc, mais je pense que c'est. Est-ce que ça fait naître une émotion? C'est c'est doux amer. Ça veut dire que c'est un sentiment qui est très agréable, mais en même temps qui est qui te confie une responsabilité. Tu sais, parce que si tu fais quelque chose puis que personne ne s'identifie à toi, tu te sens pas tant que ça responsable. Mais plus il y a de gens qui te considèrent comme un modèle, plus tu deviens responsable. Tu deviens responsable de, de l'art de l'art que tu portes en toi. Tu deviens responsable de ton don, mais en même temps, tu deviens responsable de ces gens-là à cause de l'exemple, à cause du choix qu'ils ont fait de te prendre comme un exemple. Tu deviens responsable de ces. Je sais pas si c'est ma réponse est claire. Est-ce que vos anciennes collaborations avec des artistes vous ont permis de développer votre esprit critique et comment vous êtes-vous affirmée en tant que réelle collaboratrice?
Collaboratrice à quel niveau? On pourrait parler à niveau, comme quand dans votre travail qui est en fait le fait de chanter, vous avez déjà chanté avec d'autres artistes. Oui. Est-ce que cette collaboration-là a fait naître un esprit critique, c'est-à-dire critiquer vous-même et le tout que vous formez avec l'artiste? Et est-ce que ça vous a permis de vous affirmer dans cette collaboration? Je comprends. Ben c'est sûr que le fait... Bon, j'ai chanté autant avec des artistes du milieu, on va dire, du showbiz, milieu populaire, que vraiment classique. Cette expérience-là, ces deux expériences-là, pour moi, me permettent de voir les deux mondes. Le monde du show business, la musique pop et le monde classique. Et pour moi, surtout quand quand on a fait Starmania version lyrique, qui est vraiment une œuvre populaire, qui est connue du public québécois, c'est comme une œuvre de la culture populaire. Et à cette œuvre-là étaient associés des noms comme Isabelle Boulay, Garou, non pas Garou, c'est Notre-Dame de Paris, Daniel Lavoie, c'est tous des grands noms qui avaient chanté dans Starmania. Et évidemment, ces gens-là sont venus voir la production et tout. Moi, ça m'a permis de comparer le monde où j'évolue, c'est-à-dire le monde lyrique versus le monde populaire. De voir l'interaction qui se passe entre l'artiste et le public dans le monde populaire. Ils viennent moins voir. Et tous ces questionnements-là ont fait que ça me fait changer ma façon de présenter mes concerts. Parce que j'ai compris que le public, j'ai compris que la présentation d'un spectacle classique versus un spectacle pop était très différente et qu'il y avait une interaction que peut-être qu'on n'avait pas dans le monde classique, que j'ai vu dans le monde populaire, que je me suis dit, ah, ce serait important de l'avoir ça dans le monde classique. Donc, oui, ça m'a rendu critique par rapport à notre façon, quand je dis notre façon, c'est le milieu lyrique, de présenter notre art au public et de trouver une façon pour que ça arrête d'être austère, mais beaucoup plus accessible. Est-ce que j'ai répondu? Votre album, Le Saint Maria, est dans une langue différente du français. Oui. Quelles sont vos techniques d'apprentissage qui vous permettent d'interpréter ces chansons? C'est dur à dire, ouais. Ces chansons-là. Ouais, ces chansons que j'imagine le degré était plus difficile parce que ça n'a pas été dans une langue, je suppose, pas maternelle à la vôtre. OK. L'avantage dans l'art lyrique, c'est que dès le début de notre formation, on sait qu'on va toujours chanter dans une langue la majorité du temps qui n'est pas une langue que l'on connaît, une langue parlée. Donc l'opéra, en général, se chante en italien. Donc, dès notre début de notre formation, on a de la phonétique, des cours de phonétique. C'est-à-dire que même si on ne parle pas la langue, on apprend par l'écriture phonétique à prononcer cette langue-là. Donc, ce travail-là se fait dans toutes les circonstances. Donc, si je dois chanter un opéra en allemand, on a toujours le travail de traduction à faire pour savoir de quoi on parle. Et ensuite, on doit avoir le travail de phonétique, donc apprendre à prononcer le mot dans la voix. Et à ce moment-là, on fait appel à des coachs de langue qui vont nous aider dans notre prononciation pour que quand on chante dans une langue étrangère, qu'on ne sente pas trop l'étranger dans cette langue-là. Donc pour l'album Je suis Maria,
j'ai pris un coach pour l'espagnol et un coach pour le portugais. Ok. Préférez-vous chanter en collaboration ou en solo par rapport aux artistes? J'aime bien chanter en collaboration, mais je trouve que c'est plus restrictif quand tu chantes en collaboration parce que à ce moment-là, supposons qu'on m'appellerait et on me dirait, écoutez, Madame Laure, on aimerait que vous chantiez en duo avec, mettons, Marie-Mé. C'est sûr que c'est quelque chose qui peut être très intéressant, mais c'est plus restrictif parce qu'à ce moment-là, toute mon équipe, il va falloir qu'on fasse vraiment un travail de choix de la pièce pour que la pièce convienne et à Marie-Mé et à moi, en sachant qu'on ne chante pas dans la même tonalité, qu'on n'a pas la même tessiture de voix. Et s'assurer que les arrangements, donc nos directeurs artistiques vont se rencontrer pour s'assurer que l'arrangement qui va être fait va favoriser les deux voix. Donc les deux voix vont être mis de l'avant puis vont être valorisées dans la pièce qui est choisie, dans l'instrumentation qui va être exécutée. Donc à ce niveau-là, je trouve ça plus restrictif parce qu'on doit faire appel à beaucoup plus de personnes, on doit être beaucoup plus vigilant dans la surveillance du processus. Tandis que quand tu chantes seul, tu trouves ton pianiste, tu choisis ton pianiste, tu répètes avec lui et puis tu tombes sur scène, c'est fait. Voilà. Ce qui m'amène à l'autre question, c'est préférez-vous chanter avec un orchestre complet, comme par exemple un orchestre symphonique, ou avec quelques musiciens accompagnateurs? C'est deux sensations totalement différentes. J'adore chanter avec orchestre parce que quand tu as 70 musiciens là, qui jouent derrière toi, c'est sûr que ça te donne un ouf, puis ça te donne une drive incroyable, puis ça te donne une émotion, tu as l'impression d'être porté. Mais aussi juste petit groupe de musiciens, musique de chambre, ça donne quelque chose de beaucoup plus intime, puis tu as vraiment plus de contrôle aussi. Parce qu'avec un orchestre, euh, de préférence, il faut que tu aies un bon chef. Parce que le chef, c'est lui qui fait en sorte que l'orchestre devienne une personne et puis te suive. Mais c'est c'est beaucoup plus difficile à gérer si, euh, si le cas était que le chef d'orchestre est moins apte. Donc, ça devient beaucoup plus lourd pour le chanteur parce que là, c'est plus dur de contrôler une masse que de contrôler 4 musiciens. Je suis d'accord. La manière de collaborer avec un orchestre complet est-elle différente que celle avec un autre artiste en collaboration? Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Comme quand vous travaillez avec un orchestre complet, c'est quoi qui est différent avec quand vous travaillez, mettons, avec un autre artiste? Ben, c'est parce que si tu travailles avec tu peux travailler avec un autre artiste impliquant un orchestre. Donc, juste pour ça, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Mais supposons quand tu travailles, quand tu travailles juste avec l'orchestre, généralement, tu n'as pas beaucoup de répétitions. Donc, quand tu dois travailler avec un orchestre, tu apprends tes choses de ton côté, l'orchestre apprend les choses de leur côté. Puis, souvent, tu vas avoir comme juste une répétition ou deux avant le concert. Tandis que quand tu travailles avec un autre artiste, mais tu peux répéter avec cet artiste-là ben, le nombre de fois que tu veux avant d'aller sur scène avec. Je dirais que c'est peut-être... Si, pour répondre à ta question, ce serait ça que je dirais.
En fait, d'après vous, de quelle manière ou en quoi considérez-vous comme une citoyenne du monde? Citoyenne du monde, euh, de un, parce que je suis appelée à voyager beaucoup. Donc, que j'aille en Australie, que j'aille en Autriche, que j'aille en Allemagne, en Corée du Sud. Donc, tu portes ton art dans les différents pays et tu exprimes tes émotions à travers cette musique-là. Et puis, d'un pays à l'autre, tu te fais comprendre pareil parce que euh, ton art transcende la langue, transcende la culture. Je dirais aussi citoyenne du monde, de par la question que tu m'avais posée tout à l'heure, le fait que tu deviennes un exemple. Donc, euh, comme aujourd'hui, le fait d'avoir fait cette conférence euh, pour les étudiants, ben, il y a autant de Québécois que des Haïtiens, j'ai vu peut-être des Libanaises ou des Arabes qui sont là. Donc à ce moment-là, tu portes un message qui n'est pas juste dédié à un groupe ou à une couleur, mais c'est un message interculturel de persévérance, de foi, puis d'excellence. Que ça, que à travers le monde, que ça soit moi qui est, qui est vraiment tout petite ou Nelson Mandela qui, lui, de par son exemple, a touché des nations et des nations. Mais je pense que dès que ton message est un message de persévérance, malheureusement ou heureusement, non. Non? Non, j'étais pas... non, la timidité était pas un problème pour moi parce que être sur la scène, ça a toujours été comme quelque chose de très libérateur pour moi. J'avais d'autres choses, par exemple le stress. Même si j'étais pas timide, j'étais quelqu'un d'extrêmement stressé. J'avais je me mettais beaucoup de pression. Puis au début, je savais pas comment gérer ça. Mais après ça, bon, mais tu serais surprise du nombre d'artistes qui, dans leur vie, sont des grands timides et qui font ce métier-là, ils sont en avant-plan. C'est être timide n'empêche pas le fait que tu peux aimer être sur scène. Donc, c'est ce qui va conclure notre entrevue. Moi, Karine, ben, je parle pour moi. Je pense que ça a été, pour moi, c'était une bonne expérience. J'ai vraiment aimé vous rencontrer. Et comme M. Ozon l'a dit précédemment, plaisir d'avoir de vos nouvelles. Ben, merci beaucoup. Merci.